L'échec a-t-il des vertus? Je me suis posé cette question-là en promenant mon chien en forêt et en marchant. En fait, souvent je parle tout seul ou éventuellement je m'enregistre et je laisse le flux de la pensée et de la compréhension des choses se mettre en place. Et quand je me suis posé cette question, la première chose qui est venue, c'est la vision d'un jeu d'échecs. Donc je vois le plateau, le damier, je vois les pions dessus, et là je me dis tiens, c'est super intéressant comme vision, parce que c'est comme si ça m'avait donné la trame en fait, à travers laquelle j'allais pouvoir explorer les différentes facettes de l'échec dans le domaine de la psyché, dans le domaine de la connaissance de soi, dans le domaine de la remise en question, cognitive, psychologique, émotionnelle, voire spirituelle. C'est pour ça que dans cette conférence, on va parler de ce que l'échec apporte de bénéfique, de ce que finalement ça cache, entendu qu'à travers ce jeu d'échecs, en fait, ça m'a permis de percevoir assez facilement ce rapport, cette analogie entre la vie, la réalité et ce jeu, c'est-à-dire le blanc, le noir, les pions blancs, les pions noirs. La lumière, l'ombre, le rapport de dualité en fait entre deux choses, c'est-à-dire entre soi et l'extérieur et entre soi et l'intérieur. Donc en fait ce jeu d'échecs, je vais l'appeler le jeu d'échecs alchimique. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre en fait d'aborder les épreuves de la vie comme des opportunités de changement et comme des possibilité de laisser émerger de son intériorité, de ses ressources intérieures, des capacités qu'on n'avait probablement pas imaginées, qu'on pensait même ne pas avoir. Et donc, c'est là où je pense que chaque épreuve, chaque échec, chaque difficulté cache un cadeau, cache une valeur ajoutée, cache quelque chose de précieux. Donc, dans cette vision et dans cette analogie échec, jeu d'échecs alchimique, réalité et miroir, là on a déjà les mots-clés autour desquels vont s'articuler en fait les différentes expériences. Donc je vais nommer une à deux expériences intimes que j'ai pu vivre et que je vais passer en fait au tamis de cette analogie du jeu d'échecs. Cette analogie miroir permet aussi de travailler sur la conscience intérieure et la conscience extérieure, sur l'intime, sur le moi et sur ce qui est à l'extérieur de moi, sur l'inconscient ou le fameux ça en psychanalyse, le ça, le moi, le surmoi. Donc ça c'est intéressant au niveau de la dialectique du ça et du moi et de ce que moi je perçois. Et on pourrait dire que l'environnement, c'est le surmoi, c'est celui qui domine l'ensemble. Parce que finalement, on a beau penser avoir le pouvoir sur le jeu de la vie, mais c'est la vie qui a le pouvoir sur nous et c'est elle qui décide. Et plus on avance dans le temps et plus les années avancent, et plus on se rend compte que finalement, le pouvoir appartient au temps, à l'espace, à la vie, à l'univers, et que moi, en tant que petit individu, je n'ai qu'à travailler mon humilité, le lâcher-prise, l'écoute, l'accueil et la gratitude d'être encore vivant et de pouvoir faire les expériences et apprendre de la vie, car le plus grand enseignant qui existe sur cette terre, c'est évidemment la réalité, la vie en général, et en même temps les épreuves et les obstacles que l'on rencontre sur le chemin de notre vie. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous expliquer comment, lorsque j'ai eu cette vision, je l'ai tout de suite adapté à un fonctionnement interne. Donc sitôt que ce jeu de société est apparu, comme une analogie à la vie et à cette dialectique intérieure-extérieure, j'ai pensé tout de suite à mon frère, en sachant que durant presque 50 ans, oui, 50 ans,
On avait toujours eu une relation très difficile et jusqu'à un moment donné où j'avais complètement abandonné l'idée d'avoir une relation fraternelle. Toute notre enfance et surtout notre prime enfance en fait a été ponctuée par des relations un peu fratricides, violentes, des choses vraiment pas agréables. Et en m'intériorisant par rapport à cette situation et en mettant ça en miroir, c'est-à-dire je me revoyais enfant par rapport à mon frère, je mettais ça sur le plateau de l'échiquier et avec les différents acteurs de cet échiquier. Et mon frère prenait la bonne place du roi, parce que moi, en tant que frère cadet, mon grand frère, c'était mon modèle, quoi, et je n'avais de cesse que d'essayer de le provoquer pour qu'il puisse avoir de l'attention pour moi. Alors, je dis ça parce que quand je me suis intériorisé, en fait, ce que j'ai vu à l'intérieur de moi, c'était une blessure. C'est-à-dire une blessure du rejet. À chaque fois que j'allais vers lui, il me rejetait, soit par de l'indifférence, soit par des coups, soit par une mise en distance, soit par le silence. Mais je ressentais de toute façon toujours une forme de violence à mon égard et cela, en tous les cas, ne me décourageait pas parce que j'allais au devant à chaque fois. Et en regardant à l'intérieur, j'ai senti la blessure du rejet, c'est-à-dire que je faisais tout pour ne pas me sentir rejeté par mon frère. Ce roi, quasiment ce roi soleil, froid, distant, parfois dur, décalé, avec une communication qui me déstabilisait, que je comprenais pas. Et puis moi, dans l'autre rôle, j'avais peut-être le rôle du fou, vous savez, celui qui est un peu partout, un peu libre, et qui en même temps n'est pas forcément pris au sérieux, mais qui aimerait quand même avoir une certaine influence, etc. Donc moi, j'étais un petit peu le fou, quoi, le fou du roi. Et quand j'ai compris au fond de moi que je ne cessais de cautériser, de guérir cette blessure du rejet, c'est-à-dire la peur de ne pas être aimé par mon frère, et à chaque fois que j'allais vers lui, il me rejetait, donc ça renforçait la blessure du rejet. Et donc j'étais constamment en échec relationnel face à mon frère. Donc ça devenait finalement un roi inaccessible, incompréhensible pour moi, qui créait beaucoup de confusion, jusqu'au moment où j'ai accepté la séparation, j'ai accepté qu'on n'avait plus rien à se dire, et progressivement, j'ai abandonné l'idée d'avoir une relation chaleureuse, fraternelle, avec cette représentation que j'avais d'une relation normale, entre guillemets, eu égard à cette relation avec mon frère. Quand j'ai compris que mon énergie, en fait, ne cessait de demander de l'attention pour guérir cette blessure, en tous les cas la remplir pour pas que ça me fasse souffrir, eh bien, je me suis dit, mais en fait, mon frère, il est pour rien. C'est-à-dire, il a fait comme il a pu. Voilà, le problème, c'était pas lui directement, c'était moi. Je fais une petite parenthèse. Ce travail alchimique, par rapport à ce jeu d'échecs et à cette intériorisation, ça demande un effort. C'est pas quelque chose de naturel. Parce que naturellement, on a tendance à charger la réalité extérieure, en tous les cas les événements, les personnes. On pense que c'est les autres qui ont le problème et que le monde ne va pas dans le bon sens, ni pour soi, par rapport à ses désirs ou à ses envies. Donc là, on fait un travail un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on va venir à l'intérieur chercher des informations qu'on n'aurait pas si on faisait pas cet effort-là. Vraiment, ça demande un effort. C'est pas quelque chose qui est facile, parce que aller voir à l'intérieur de soi ce qui fait mal, ce qui est pas en place, ce qui se projette à l'extérieur, c'est inconfortable. Je fais une autre parenthèse avec l'allégorie de la caverne de Platon, dans laquelle la plupart des humains sont considérés comme des êtres qui projettent en fait des illusions, ou à qui on projette des illusions, et lesquels en fait se complaisent dans les illusions et finalement ne sont jamais ni dans la lucidité ni dans la vraie connaissance, et restent comme entre guillemets des victimes. Donc ce travail
contre-intuitif va permettre en fait de sortir de la caverne pour commencer à prendre de la distance et à observer, tout en prenant de la distance, ce qui se passe dans notre univers intérieur face à telle ou telle situation qui représente en fait un miroir, qui représente un aspect de nous qui est à l'intérieur mais qu'on ne voit pas ou qu'on ne va pas chercher. Du coup, c'est l'extérieur qui nous renvoie cette image-là et cette problématique qu'on a à l'intérieur mais dont on n'a pas conscience. Donc, le jeu d'échecs alchimique consiste à inverser le process et à mettre en valeur, à mettre à l'extérieur, en fait, ce qui construit, ce qui génère les relations qu'on alimente, les situations que l'on crée, qu'on pense être indépendantes et autonomes de nous, qui sont là pour nous imposer des choses, voire même nous rendre victimes, nous faire souffrir, et que nous, on n'y est pour rien, on subit. C'est tout l'inverse que l'on fait, c'est qu'on va devenir acteur et de plus en plus acteur, actrice de nos transformations intérieures pour ensuite aller chercher ou laisser émerger le cadeau, la vertu, la ressource, une sorte d'aptitude qu'on ignorait et ça va nous amener à finalement transformer nos comportements, notre manière de percevoir, de comprendre les choses. Peut-être même, dans le meilleur des cas, reconnecter à une forme de sagesse intérieure pour pouvoir ensuite la délivrer, parce qu'on aura pris de la distance sur soi, ce sera défocalisé, si on peut dire, on aura un regard critique sur soi, en constant travail, et on pourra effectivement mieux comprendre ce qui se passe à l'extérieur en l'accueillant et non plus en repoussant ou en essayant de le contrôler pour nous arranger, quoi. Donc là, il y a cette dialectique entre l'intérieur et l'extérieur et une double dialectique entre l'intérieur et soi et soi. Et en même temps, entre les représentations qui m'animent, les conditionnements, les croyances, etc., les mémoires, l'extérieur, moi, les mémoires. Donc, il y a même une trilogie à l'intérieur de soi. Considérer l'extérieur, considérer l'intérieur comme étant la projection de l'extérieur, sans se laisser happer par l'extérieur pour se déresponsabiliser, et vraiment prendre toute sa part de responsabilité par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, pour revenir sur l'exemple de mon frère, quand j'ai compris qu'effectivement c'était moi qui avais le problème et que lui ne faisait que jouer son rôle, il était le roi que je construisais en moi et que je projetais. Et finalement, j'alimentais la problématique en le relançant tout le temps, en le sollicitant tout le temps pour qu'il me le donne de l'attention. Toute personne normalement constituée, à un moment donné, va avoir envie et besoin de repousser l'autre parce que il se sentira étouffé, il se sentira toujours sollicité, il se sentira une pression, quoi. Donc finalement, plus on demande pour compenser quelque chose à l'intérieur, et plus ça renforce le problème que j'aimerais régler en essayant de le régler et de le projeter à l'extérieur. Donc, ok, en allant voir à l'intérieur, on fait ça. Le deuxième processus, une fois qu'on a contacté, qu'on a compris en fait qu'on avait une blessure de rejet, enfin là, en l'occurrence moi, j'ai commencé à accueillir en fait la sensation, l'émotion, la prise de conscience au fond de moi, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes cellules, dans les prises de conscience. Et j'ai commencé à ressentir des émotions. Et quand on commence à ressentir des émotions et des sensations fortes et des énergies qui bougent à l'intérieur de soi, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est en train de travailler, que voilà, c'est en train de s'engrammer et de bouger dans différents niveaux, tant au niveau physique, subtil, énergétique, émotionnel, inconscient. Ça fait le travail. Donc la prise de conscience juste mentale ne suffit pas. La visualisation, la métaphore, les émotions, la prise de conscience, tout ça nous permet, dans un processus de miroir et de métaphore du jeu d'échecs alchimique, eh bien, ça fait le travail. Une fois que c'est libéré, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur de vous et à l'intérieur de moi qui vraiment se détend, se relâche par rapport à ça. J'en finis avec l'exemple de mon frère pour vous dire un petit peu la résolution bienheureuse qui s'est passée au bout de plus de 50 ans, parce que là, j'ai presque 52 ans révolus, et mon frère aîné, donc il a 55, il va sur ses 56,
Et quand on s'est vu, donc il y a à peu près un an, donc j'avais presque 51 ans, je sentais là où, voilà, je suis parti en vacances, finalement on s'est rencontrés, j'étais chez mes parents avec ma petite famille, et ma mère me dit, ton frère va venir à la maison. Je sentais quelque chose d'inhabituel, j'étais pas comme d'habitude. Et quand je sens ça, je me dis, oula, il va se passer quelque chose. Et au moment où mon frère est rentré chez mes parents, on était tous dans le salon, il est allé directement vers moi, il m'a pris dans les bras et il m'a dit je t'aime. Waouh, la claque émotionnelle, la claque énergétique que j'ai prise parce que j'étais pas prêt en fait. Moi j'avais fait le deuil quoi, si vous voulez. J'étais libéré quelque part de cette attente, de cette pression que je lui mettais, etc. Donc moi on se voyait pas, on s'entendait pas. Voilà, il y avait aucun problème. Mais là, en fait, ça fait tout remonter. Et là, j'ai pleuré comme une madeleine, lui aussi, et puis je lui ai dit je t'aime aussi, et c'était vraiment très touchant. Et à partir de là, ben, ça a participé aussi à un apaisement, évidemment, de ces blessures du rejet, et plus la prise de conscience et ce travail alchimique qui se passe en nous, eh bien, je me sens beaucoup moins sous pression et je mets beaucoup moins l'autre sous pression. Alors je parle vraiment là de ma vie intime, même dans mon couple, par rapport à la femme et les enfants, etc. Je sens que je suis beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein et aligné, et que j'ai moins tendance à en faire des tonnes ou à attirer l'attention, à provoquer comme je pouvais faire plus jeune, pour finalement attirer l'attention à moi et rassurer ma blessure en fait, hein, à chaque fois la combler quoi. Hein, donc je surcompensais tout le temps. En tous les cas, quand j'étais dans les relations affectives et amoureuses. Maintenant, par rapport à cet exemple, ce que cette transformation a apporté, c'est que quand j'observe maintenant le plateau et les pièces de l'échiquier, eh bien, je me sens plus dans ma lumière, plus du côté des pions blancs et des pièces maîtresses, notamment le roi, plutôt léger, la reine aussi, les sujets jusqu'à la tour, les cheval, etc. Le fou, cette pièce-là est très importante parce que j'aime encore d'ailleurs un petit peu comme ça jouer, mais de manière beaucoup plus mesurée, plus tranquille, et a fortiori avec beaucoup plus de respect et d'écoute de l'autre dans ses limites, ses possibilités d'accueillir ou pas, ma présence ou pas. Donc il y a un dialogue plus ouvert et plus consciencieux, plus attentif avec la réalité extérieure, en évitant justement de projeter des choses pour faire pression. Et donc, maintenant, quand j'observe ce roi que représentait mon frère, ce roi un peu sombre que je projetais, etc., un peu même haineux à mon égard, jaloux, ce qui est plus ou moins vrai selon, parce qu'on en a parlé effectivement. C'était pas agréable pour lui de me voir arriver, quoi, quand il avait 3 ans, un peu plus. Et maintenant, je vois aussi de son côté, ça c'est même il n'y a plus de pions blancs, plus de pions noirs, c'est plutôt lumineux dans la métaphore et dans la vision que j'ai. Et ça permet même de régler en fait des problématiques transgénérationnelles. Ça va juste dans les racines de l'arbre généalogique paternel, parce que du côté paternel, il y a des problèmes relationnels entre frères, sœurs, c'est un peu compliqué, et en remontant plus loin aussi. Et donc, finalement, ça travaille, ça se libère, et ça permet, moi, de mon côté, de laisser émerger justement la vertu de cet échec dans lequel j'étais, dans cette épreuve et ces résistances et ces abandons qui sont mis en place. Et ouais, là, je sens que ça a imprégné beaucoup de domaines de ma vie et je sens une forme de sagesse, si on peut dire, humblement, au niveau de cette attitude que j'avais. Voilà, donc il faudra interroger mes proches et je pourrais vous en faire part si ça vous intéresse, faire une vidéo spécifique sur ça, parce que on est très très ouvert justement à la communication pour avoir des retours les uns sur les autres. Et ma fille qui a 14 ans, bientôt 15 ans, ne se gêne pas pour me titiller, me renvoyer des choses, etc. C'est très 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 interactif et très joueur aussi. Par rapport maintenant à une situation plus professionnelle.
il y a quelque temps de cela, 3 ans et demi. J'ai donc subi une liquidation. J'avais créé une société avec 2 associés, 2 femmes, et au bout de 2 ans, c'est complètement inversé et j'ai connu un échec professionnel où ben, on a été obligé de liquider parce qu'il y avait une mésentente fondamentale, apparemment de valeurs et de personnes aussi, ce qui fait que ça a vraiment explosé toute la dynamique dans laquelle j'étais et dans laquelle on était. Et c'était vraiment une réussite professionnelle, hein, parce que je crois, enfin, personnellement, je crois, jamais généré par mes propres activités une telle somme. Je crois que c'est 120 000 euros en 2 mois ou 2 mois et demi, juste parce que je vendais des formations que j'animais, parce que je faisais beaucoup de soins, beaucoup de coaching, beaucoup de screening, d'audit, etc. pour les entreprises et les dirigeants. Moi, c'était très très dynamique et je travaillais beaucoup, nuit et jour. Et donc voilà, la réussite matérielle était là. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça s'est déréglé, si on peut dire, parce que autour de moi, en reprenant la métaphore de l'échiquier, autour de moi, en fait, commençait à se construire une résistance, des jalousies, des incompréhensions, des jugements de valeur, etc. Alors que moi, j'étais dans ma posture de roi, euh, un peu égocentré, sûr de lui, en surpuissance, parce qu'évidemment, quand on est clairvoyant, médium, et qu'on annonce plein de choses qui se passent et qui vont se passer, et qui en plus sont confirmées, et que ça libère plein de choses pour les autres, hein, je parle pas de moi, évidemment, on est observé comme un singe de foire. Et en même temps, j'avais aussi une attitude un petit peu désinvolte, c'est-à-dire je faisais les choses, mais en même temps, je voulais pas m'y attacher trop, je mettais pas trop d'importance, je me sabotais un petit peu. Et je pense que j'ai aussi ouvert un petit peu la voie à des jalousies qui sont venues comme ça nourrir en fait voilà, de la violence, des rancœurs à mon égard. Et après, je suis devenu un peu le loup noir à abattre, quoi. Pas tout le monde, mais quand même une grande partie de la clientèle, du portefeuille qu'on avait, et puis aussi moi de tout mon réseau professionnel que j'avais construit en amont, avant même cette société-là. Donc quand je prends la, la métaphore de l'échiquier et que je m'observe tout en observant l'environnement en fait qu'il y avait alors, donc il y a ce roi qui est un peu dans une forme de décalage en fait, comme s'il n'était pas complètement connecté à la réalité, très efficace dans ce qu'il fait, mais pas complètement les pieds sur terre, en plus encensé, gratifié, enfin voilà, donc tout ce qu'il faut pour être à côté de la plaque. Et dans cette énergie, je perçois les pions qui bougent quand même de manière un peu confuse là sur le plateau. Et parmi les pions, les pièces maîtresses, donc mes 2 associés, eh bien, petit à petit, en fait, ça s'est retourné contre moi. C'est-à-dire que j'ai créé un sentiment d'insécurité autour de moi parce que je suis une personne, à ce moment-là, j'étais une personne, je le suis moins, mais bon, ça c'est à confirmer, qui en fait est tellement créative, tellement toujours en ébullition d'interaction, d'innovation, d'invention, que ça crée beaucoup d'insécurité parce que en fait les choses n'arrivaient pas à se poser. Donc j'alimentais et ok, mais autour de moi en fait, c'est dit mais comment on va faire pour le suivre et pour aller dans son sens, entendu que j'étais la locomotive, c'est-à-dire le moteur quoi de tout ça. Et je jouais le rôle du coach, du thérapeute, du soignant, du formateur, du superviseur. Enfin, je jouais tous les rôles. Et forcément, à un moment donné, voilà, il n'y a pas de mystère. Hein, ce qui devait arriver arriva. Eh bien, tout s'est retourné contre moi. Et là, une explosion intérieure. Voilà, ça a été extrêmement puissant parce qu'en fait, il y avait de la violence, des jugements, on disait de moi tout un tas de choses que moi je tombais des nues, comme si j'avais pas compris ce qui se passait ou pas vu ce qui allait arriver, alors que je suis clairvoyant et médium, mais comme je vous dis, voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés pour eux-mêmes.
Et à partir du moment où ça s'est complètement renversé, j'ai accueilli, en fait, j'étais pas encore dans l'analogie avec l'échiquier alchimique, mais j'étais moi toujours dans mon processus alchimique parce que ça c'est depuis très longtemps. Et j'ai accueilli la chose, alors c'était violent, soit, mais j'ai tenu bon de manière à pas perdre mon axe et puis la représentation que j'avais de moi, c'est-à-dire je suis une personne profondément bonne, ce qui est le cas, parce que même quand on me tape dessus, quand on veut me tuer, je prends pas l'arme ou je prends pas pour faire la même chose à l'autre et le torturer, je sais pas faire ça. Ce qui veut dire que dans les pires moments, la profonde gentillesse qu'il y a en moi, elle continue en fait. Par contre, vis-à-vis de moi-même, je peux ne pas être gentil, ça c'est un autre sujet, et c'est grâce à cette situation-là que justement on peut laisser émerger les ombres et un peu les autosabotages ou les parties de soi en fait qui sont pas encore réglées ou qui résonnent avec nos parents, les grands-parents, etc., et nos histoires personnelles et transpersonnelles, qui créent de la confusion en fait la confusion, mais aussi des paradoxes dans nos attitudes. Donc, une fois que j'ai accueilli tout ça, eh bien, le seul chemin que j'ai pu trouver pour lâcher prise, c'est vraiment de me laisser mourir, en fait, par rapport à cette situation-là, en accueillant la possibilité que la pièce maîtresse de l'échiquier soit démise de ses fonctions, ce qui est le cas, ce qui a été le cas, soit détruite d'une certaine manière par rapport à ce qu'elle représentait aux yeux des autres, etc. Parce que c'est la première fois de ma vie que je recevais autant d'animosité, de colère, d'agressivité et de jugement négatif. Moi, ça m'a fait les pieds parce que j'ai quand même été habitué à beaucoup de choses positives. Et donc là, ça a été violent pour moi, mais très très formateur. Parce que au final, quand j'observe avec le recul, j'étais amené à traverser les différentes pièces du puzzle et de l'échiquier pour comprendre qu'en fait, tous les acteurs de cette situation avaient été parfaitement justes et avaient joué parfaitement leur rôle par rapport à qui j'étais, à ce que j'ai alimenté et à ma manière de fonctionner. Donc, j'ai compris avec le recul que j'étais un peu trop égocentré, un peu trop encensé, et surtout que ma générosité naturelle de vouloir tout changer, de vouloir finalement le bien de tout le monde, si on peut dire, est contre-productif parce que les autres n'ont pas forcément envie, le monde n'est pas forcément prêt, etc. Et qu'on a beau avoir de grandes ambitions, de hautes valeurs, et la capacité de voir beaucoup de choses, mais la réalité, elle, n'a pas besoin de moi, ni de mes visions, pour évoluer toute seule. J'aime bien cette phrase qui dit occupe-toi de toi et l'extérieur s'occupe de lui-même. Comme ça, chacun a son travail et chacun a sa place, quoi. Dans cette expérience aussi, j'ai compris que je devais traverser ça pour gagner encore en humilité, ouvrir mon cœur, baisser mes ambitions personnelles, vraiment dans la plus grande circonspection, pour respecter encore plus la réalité, respecter encore plus là où en sont les personnes, là où la vie veut que je sois, sans présumer, anticiper, etc., malgré cette propension que j'ai. Et donc, pour moi-même, en fait, ça m'a appris à bien m'en remettre à ma place de roi, de reine, de fou, de cheval, de tour, de pion. Donc, je me suis bien remis en place et je n'ai pas réagi ou surréagi par rapport à tout ce qui se passait autour de moi. J'ai accueilli, laissé les choses se transformer, pleurer comme je devais pleurer, etc. Pour aujourd'hui être heureux d'accueillir en fait un retour qui était aussi assez surprenant. Je repense à mon frère là, mais parce qu'en fait les surprises arrivent quand on lâche prise et qu'on gagne encore en humilité et en bienveillance pour soi et pour le monde tel qu'il est, la réalité. Et donc une des associées, au bout de 2 ans et demi, m'a renvoyé un message et a voulu reprendre contact avec moi. Et j'étais assez touché parce que c'était la personne que j'avais rencontrée la première,
À l'époque, je faisais beaucoup de soins encore, j'étais thérapeute. Et donc, je l'avais beaucoup aidé, beaucoup accompagné. Je appris beaucoup de choses pour justement qu'elle utilise son pouvoir, sa clairvoyance, sa puissance personnelle, sa souveraineté. Et donc, elle est revenue et voilà, c'était comme au tout début, quoi. C'est comme si on avait oublié ce qui s'était passé entre-temps. En tous les cas, c'était vraiment apaisé et qu'on avait retrouvé la connexion initiale. Et c'était très agréable parce que maintenant, de nouveau, on collabore ensemble. Alors, on n'est plus dans une association sociétale ou entrepreneuriale, etc. C'est juste des collaborations comme ça, tranquilles, avec des projets en place, des partages. Et c'était très, très agréable de ressentir ça parce que ça montre bien que quand ça change à l'intérieur de soi et on tire tout le bénéfice d'une épreuve, eh bien, après, tout devient possible. C'est-à-dire qu'il y a les ennemis d'hier sont pas forcément nos ennemis de demain. Ça peut bouger en fait. Tant que ça bouge à l'intérieur de soi, on peut toujours être amené à accueillir des vraies surprises, quoi, et des bonnes surprises. Voilà, donc ces deux exemples me permettent de vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour laisser cette alchimie, de ce jeu, de cette dialectique entre l'intérieur et l'extérieur, entre ma réalité intérieure et la réalité extérieure. Il y a aussi deux notions qui sont importantes, c'est le principe de désir et le plaisir et le principe de réalité. Oui, c'est ça, le principe de désir. C'est-à-dire qu'est-ce que je désire et finalement ce que je vais projeter. Et puis il y a la réalité en face. Alors, il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est un travail de tous les jours. Et plus on avance en âge, je dirais que les années font leur travail et le temps est vraiment plus sage que nous parce que quoi que j'ai pu vouloir ou voulu mettre en place, j'ai considéré que j'étais quand même né sous une bonne étoile parce que la plupart des choses que j'ai mis en place ont fonctionné, sauf cette expérience professionnelle là vraiment qui était pour moi mon premier vrai échec professionnel parce que tout le reste a plutôt bien fonctionné. En fait, ça a une vertu de considérer que ce qui va venir en fait en face de moi, que ce soit de le côté positif ou négatif, ce n'est qu'un aspect de ce monde que j'ai en moi et qui crée ce qui se passe à l'extérieur. Donc je suis moi-même générateur de la réalité à l'extérieur parce que je vais alimenter des aspects. Alors je parle de réalité, mais c'est finalement un environnement, un univers que je crée, quoi. Vous connaissez maintenant toutes ces expériences qui sont faites en neurosciences qui montrent bien que nous avons en fait une représentation de la réalité, mais nous ne connaissons pas la réalité, nous ne la voyons pas telle qu'elle, sauf s'il y a un éveil total où on n'a plus de filtre, plus de mémoire, plus de blessures, plus de conditionnement, et à ce moment-là, on commence à voir la réalité telle qu'elle. Alors, moi, j'ai pu avoir ce genre d'expérience à des moments donnés, mais je le cherche pas, ça vient ou ça vient pas, mais voilà, une forme de simplicité et d'évidence quand on est dans cette perception-là. Après, il faut être attentif à toujours garder le juste milieu, en fait. C'est-à-dire quand même rester dans mon corps, dans ma personnalité pour rester normal, quoi, humain, avec tout le monde. À présent, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice pour vous-même, c'est de choisir une situation ou une personne qui vous a renvoyé un échec, un challenge, une difficulté, ou quelque chose que vous avez subi vous-même. Des fois, on a des accidents qui nous arrivent, mais en fait, c'est de traiter tout de la même manière avec cette métaphore de l'échiquier et des différents personnages qui peuvent émerger. On peut les appeler des archétypes. Si on prend les archétypes du roi et de la reine, eh bien, un événement majeur aura peut-être l'archétype reine ou roi ou fou. Vous voyez, c'est de sentir dans vos perceptions le rôle ou les rôles en fait que vous ont fait jouer la situation ou la personne avec laquelle vous êtes en lien. Et progressivement, en vous intériorisant, vous allez avoir des ressentis, des visions, des images, etc. pour commencer à laisser faire l'alchimie en vous, une sorte de cuisine intérieure, jusqu'à une résolution qui peut se mettre en place spontanément. Et si ça bloque, à ce moment-là,
vous pouvez me joindre et on peut en parler, et éventuellement creuser la problématique. Et puis moi, je pourrais mettre ma clairvoyance et ma médiumnité à votre service pour faciliter la libération. Voilà, donc ce petit exercice, je vous le laisse voilà, entre les mains. Vous pouvez l'expérimenter tranquillement dans une phase de relaxation, de méditation. Voilà, et puis selon ce que je perçois et puis le temps là que j'ai, peut-être que je mettrai en place une vidéo sur le site là, juste pour ça, c'est-à-dire juste pour faire l'expérience de la visualisation et de ce phénomène de miroir avec l'échiquier alchimique. Voilà. Je remercie vos oreilles, vos yeux, votre cœur, votre corps, votre présence, tout ce que vous êtes, votre sensibilité pour m'avoir prêté cette attention. Je me tiens à votre disposition. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir sous la vidéo prise de rendez-vous et je serai ravi d'avoir un premier échange et puis après on verra ensemble si on peut avoir une collaboration ou si je peux vous aider, vous éclairer et libérer des choses. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.